Bonjour à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, la pluie continue d'inquiéter les populations. 2 immeubles R+3 et R+4 dans la commune Cocody au quartier de la Riviera Palmeraie ont présenté des risques imminents d'effondrement. Et puis, hors de nos frontières au Nigeria, des milliers de personnes ont quitté la localité d'Ayetoro face à la montée du niveau de la mer. Les vagues ont emporté des bâtiments de cet ancien paradis. Encore merci à vous d'être des nôtres pour le temps d'information sur RTI2 et bon appétit si vous êtes à table. Dans l'après-midi d'hier samedi 22 juin, 2 immeubles R+3 et R+4 dans la commune de Cocody, au quartier de la Riviera Palmeraie, ont présenté des risques imminents d'effondrement. Les populations ont été évacuées par les forces de l'ordre, n'emportant avec eux que quelques effets. Les habitants des maisons environnantes ont également été sommés de quitter les lieux. Le témoignage d'Abdoulaziz Guira, commenté ici par Maïssa Kogueya. C'est la course contre la montre pour ces habitants de la Riviera Palmeraie dans la commune de Cocody. Leur lieu d'habitation, ces immeubles R+3 et R+4 menacent de s'effondrer. Ce samedi après-midi, des fissures sont apparues sur certains piliers des bâtiments. Des signes d'un possible effondrement qui ne saurait tarder. J'ai eu l'information par le biais des réseaux sociaux. Et il savait que j'ai reconnu l'immeuble puisqu'il y a un de mes parents qui habite l'immeuble. Même elle était en voyage. Donc j'ai appelé une des connaissances qui était à côté d'elle pour lui demander « Ah, il y a ton immeuble qui est en sinistre là ». Elle m'a dit oui qu'elle est là. Donc c'est pour ça que je suis venu rapidement pour l'aider à essayer d'évacuer le maximum de bagages. L'évacuation s'est faite par palier. C'est-à-dire qu'on a commencé par le rez-de-chaussée. Premier étage, deuxième étage, elle est au 3e étage. Donc c'est que maximum 3 personnes pour prendre le maximum de bagages. En 15 minutes, c'est ce qu'on a essayé de faire. Bon, j'espère que tout le monde, toutes les familles pourront sauver quelque chose, quoi. C'est un peu ça. Les habitations voisines à ces bâtiments sont aussi menacées en cas d'effondrement. De ce fait, tous ont été évacués par les forces de l'ordre. Aussi, plus d'une dizaine de ménages sont impactés par cet incident. Nous, on est ici. Donc, on est en train de manger vers les 14 h, puis les pompiers sont arrivés pour évacuer l'autre immeuble. Mais comme on est à côté aussi, là, ils nous ont demandé aussi d'évacuer aussi parce qu'on ne sait pas, donc c'est dans ça on est. C'est les habits on peut prendre, on ne peut pas prendre les matériaux, tout, c'est les habits, les papiers, c'est ça on a pris pour le moment. Puis on espère que ça va vite se régler. Les ministres de la Solidarité et de la Construction ont tout de suite dépêché des émissaires sur les lieux en vue de s'imprégner au mieux de la situation. C'est une situation assez stressante pour les riverains et pour les occupants du bâtiment. Fort heureusement, tous les habitants ont pu être évacués et le bâtiment est encore debout. Peut-être que au moins les vies humaines sont sauves et le ministère de la Solidarité s'en réjouit. Lorsque les populations sont en détresse, automatiquement, la ministre dépêche son collaborateur ou ses collaborateurs pour venir voir sur le terrain la réalité, les besoins d'assistance. Un périmètre de sécurité a été établi par les forces de l'ordre dans l'objectif de limiter les dégâts en cas d'effondrement. Dans les prochains jours, la démolition d'immeubles présentant des risques d'effondrement sera entamée selon le gouvernement. Et puis pour parler toujours d'intempéries hors de nos frontières, nous vous le disions en titre, au Nigeria, des milliers de personnes ont quitté la localité d'Ayetoro face à la montée du niveau de la mer. Les vagues ont emporté des bâtiments de cet ancien paradis. Et retour en Côte d'Ivoire ici pour notre escale 225. Nous nous rendons en pays Atié où les chefs de village sont choisis par génération. Leur règne dure pendant 15 ans. Le jour de l'intronisation du chef, tous les habitants du village se retrouvent à la place publique pour manifester leur joie. Et avec nos reporters Assitan Diarra, Enza Traoré et Fatima Ouattara, voyons le cas du peuple Atié dans Dokwa, localité dans le département plutôt d'Azopé. Le village d'Adonkwa, localité située dans le département d'Azopé, au sud-est du pays, est en ébullition. Ces jours, Nana Boti Gosho va être intronisé. Avant de rejoindre le public à son domicile, le futur chef, sa famille et ses notables sont habillés et maquillés par Mambo Sopi, une professionnelle venue du Ghana. Son activité principale,
habiller les chefs et leurs familles lors des grands événements. Après cette étape, je dois diriger tous ceux qui doivent le conduire, comment ils vont se tenir, comment ils seront auprès de lui, jusqu'à ce que la cérémonie finisse. J'habille tous les ethnies, j'habille les mariages, sauf les funérailles, je ne fais pas. Exemple, si vous habillez un chef Atié, un chef Agni, un chef Baoulé, un chef Sénéfo, ce n'est pas le même accoutrement. Mambo Sopi nous livre le nom des objets utilisés pour vêtir Nana Boti Gosho. Ici, rien n'est fait au hasard. Chaque accoutrement a ce que ça dit. Sur ces chaînes, il y a le poisson, et puis il y a le cacao, et puis il y a un que nous appelons, dans l'écriture Akan, ça veut dire le temps. Et puis au niveau de sa poitrine, il y a le sceau des rois. Quand on écrivait, autant il n'y avait pas les tampons. Donc c'était des trucs que les chefs prenaient peut-être. Après son écriture, il met le sceau. Maintenant, le pain est composé de ce qui est royal aussi. Il y a ce qu'on appelle montant encore. Et ce qu'on appelle le dirigeant, il y a aussi ce qu'on dit, un dirigeant, c'est la patience. Lorsque tout est fin prêt, Nana Boti Gosho et sa délégation prennent le chemin de la place publique. Ils sont accueillis au rythme des tam-tams avec des pas de danse. Une fois assis sur la place publique, Nana Boti Gosho est salué à tour de rôle par la notabilité et les chefs des villages environnants. Pour ces jours spéciaux, le roi Nana Adou Kofi II d'Abengourou délègue un groupe d'instrumentistes. Une façon pour lui d'apporter son soutien à son ami et frère, Nana Boti Gosho, et de rendre ce moment inoubliable. Pendant que les tam-tams procurent des mélodies gracieuses, des jeunes filles dansent avec des gestes qui traduisent la reconnaissance du peuple atié à son futur chef. Après cet acte, la libation. Après la libation, Nana Boti Gosho est intronisé par ses pairs en présence de sa famille, ses amis et des habitants du village d'Adonkwa. Il reçoit son arrêté de nomination des mains du représentant du préfet d'Azopé dans une ambiance particulière. À la suite de son intronisation, il fait le tour de la place publique pour saluer les populations d'Adonkwa qui n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Nana Boti Gosho a pour mission principale la pérennisation de la paix, de l'union et du vivre ensemble, mais aussi la mise en œuvre de projets de développement dans ce village dont il préside désormais aux destinées pour le bonheur des populations. Je veux qu'il y ait la paix, qu'il y ait la cohésion sociale. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Sans la paix, il n'y a pas de vie. On veut achever la construction de notre foyer des jeunes, terminer le logement des familles et des familles. On veut construire une grande maternité. Donc on veut encore faire de grandes choses. Nana Boti Gosho, la soixantaine révolue, devient ainsi le 11e chef du village d'Adonkwa. Son règne va durer 15 ans. La cérémonie marquant son intronisation se termine en beauté avec les populations qui démontrent leur joie et leur satisfaction à travers des chants et des danses. Au chapitre éducation, après 9 mois d'études et de concentration, l'accent est à présent mis sur la célébration de l'excellence dans nos écoles. À cet effet, la mutuelle de développement d'Ayénois a récompensé les meilleurs élèves de l'année scolaire 2024. Et c'était le 8 juin dernier en présence de partenaires financiers et éducatifs. Yacouba Koulibaly, Maïssa Kogaï. Après une année de dur labeur et de sacrifices, place à la récompense à la faveur de la journée de l'excellence initiée par la mutuelle de développement d'Ayénois dans le département d'Aboisseau au sud-est de la Côte d'Ivoire. Elle entend instituer ce rendez-vous qui est à sa première édition. Qu'il me soit à cet instant permis d'inviter nos parents d'élèves
à un réel accompagnement de nos élèves. C'est assurément l'une des clés de leur succès. Nous avons aujourd'hui le mérite de poser la première pierre d'une activité que nous voulons longue et pérenne pour le bien-être de nos populations, pour le bien-être de notre école, pour le bien-être de notre groupe scolaire. Partenaires financiers, représentants de la Direction régionale de l'éducation nationale et parents d'élèves soutiennent l'idée. À la Fondation, on a un adage qui dit « on ne peut pas vivre heureux tout seul ». Voilà, quand tu as un peu, il faut partager avec les autres. Donc c'est pour cela aussi, nous sommes venus pour partager le peu que nous gagnons, pour le peu que l'école nous a donné, et à nos frères, à nos enfants, à nos petits frères et puis à nos petits-fils aussi. Ces récompenses sont une grande source de motivation pour les enfants. Nous voulons adresser un merci particulier à tous ceux qui ont permis que cette manifestation se fasse. Un seul mot me traverse la mémoire, c'est le mot merci, en 4 lettres. Merci au président de la MIDEA et son bureau exécutif ainsi que la Fondation Bien-Aimé Solidarité Espoir. Après réception des distinctions et présents, les récipiendaires sont reconnaissants. Je passe en 6e. Je voudrais encourager mes amis de faire comme moi. J'ai eu 131 points. J'ai reçu un cadeau et je suis contente. J'ai eu 138 points pour aller en 6e. Je remercie la Fondation car elle a fait tout ce qui est bon pour nous. Selon les organisateurs, cette journée vise à accompagner le gouvernement dans sa dynamique de promouvoir l'excellence en Côte d'Ivoire. Et pour parler d'autonomisation de la femme dans le but d'assurer un mieux-être à la femme, l'ONG Agir au féminin a donné une conférence et il a été question au cours de ces échanges de donner des outils nécessaires aux femmes afin que celles-ci se prennent en charge en vue de lutter contre la pauvreté. C'est reparti avec Maïssa Kogaï. Comment prévenir la précarité chez la femme? C'est le thème abordé au cours de la rencontre initiée par l'ONG Agir au féminin. À cette occasion, plusieurs femmes ont été entretenues sur l'entrepreneuriat et l'autonomisation. Pour la présidente de cette organisation non gouvernementale, la femme doit se prendre en charge pour lutter contre la pauvreté et pour son épanouissement. Au niveau commerce, les femmes africaines sont très devant. Ça prouve qu'elles ont l'envie de mener une activité. Et ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est permettre à ces femmes-là de se former et de devenir professionnelles. Quand je dis professionnelle, c'est d'avoir une profession. Quand on a un métier, quel que soit ce qu'il arrive, on a besoin de nos compétences et on arrivera toujours à rebondir. Donc c'est ce message-là que je veux faire passer. Les différents conférenciers et participants ont encouragé l'ONG Agir au féminin pour ses actions en faveur de l'autonomisation de la femme. Quand on est malade, on ne peut pas travailler pour sortir de la précarité. Et même quand on travaille, on se rend compte que tout l'argent rentre dans les soins. Parce que tout simplement, on veut avoir la santé. Donc c'est sur ce point-là que je suis intervenue. Et j'ai donné à ces femmes-là des stratégies pour éviter le plus possible la maladie. Je vais nous faire comprendre qu'une femme doit travailler pour qu'elle ait son pain, pour qu'elle soit elle-même indépendante. L'ONG Agir au féminin compte visiter plusieurs villes et localités du pays pour expliquer aux femmes le bien fondé de l'entrepreneuriat, gage de leur autonomisation. Et puis, hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, entre 23 et 36 personnes ont été tuées ce vendredi 21 juin dans 2 nouvelles attaques de la milice Codeco dans le territoire de Djougou, en Ituri. Les Codeco disent défendre les Landous et les Aï assurent protéger les Emma. L'armée congolaise dénonce le non-respect des accords de paix signés en avril dernier. Et puis nous terminons ce temps d'information au Liban où l'intensité des combats ne baisse pas à la frontière libano-israélienne où le Hezbollah et Chala s'affrontent depuis le 8 octobre 2023. Les craintes d'une guerre ouverte entre le Hezbollah et Israël ont poussé le Koweït à demander à ses ressortissants à quitter le Liban dès que possible. Des médias israéliens ont de leur côté rapporté que le Canada se préparait à l'évacuation potentielle de 45 000 de ses citoyens du Liban. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.